placer un sujet sur la sécurité alimentaire à midi. Vous voyez, c'est quand même des choses dont on peut remercier Daniel Nahon. Alors pour nous mettre en apéritif par rapport au cocktail qu'il nous proposera tout à l'heure, et donc en dernière intervention de cette matinée, nous recevons monsieur Didier Houssin, ancien directeur général de la santé, ancien président de l'ARS, qui nous parle du champ de bataille de la sécurité alimentaire. Didier Houssin. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Le titre, effectivement, de cet exposé, c'est le champ de bataille de la sécurité alimentaire, qui traduit d'ailleurs un peu, peut-être, la confusion qui règne encore dans mon esprit à ce sujet. Je voudrais d'abord remercier Daniel Nahon de cette invitation au 10e table ronde de l'Arbois et Pierre Corvol pour avoir suggéré que j'y sois invité. J'ai compris que cette table ronde avait un objectif de diffusion de la culture scientifique et je constate que cela diffuse largement. Mais j'ai subodoré aussi que dans l'esprit des organisateurs, la vie intellectuelle n'interdisait pas l'intérêt pour les réalités terrestres. Bon, il y a d'abord la table qui est ronde et puis ce nom d'Arbois qui fleure bon un vignoble du Jura. Le vin d'Arbois, plus on en boit, plus on va droit. Dans une faculté de droit, je ne pouvais pas rater celle-là. Des réalités terrestres, toutefois, il ne manque plus que les nourritures. C'est pourquoi, à quelques minutes du déjeuner, j'ai proposé de vous parler de sécurité alimentaire. Simplement, pour vous rappeler ce que recouvre ce terme, en quoi il évoque pour le consommateur des sensations fondamentales, l'appétit, la faim, le plaisir, mais aussi la peur, et en quoi la science joue dans ce domaine un rôle de plus en plus important. La science est un des piliers aujourd'hui de la sécurité alimentaire dans toutes ses dimensions, mais elle est aussi l'otage de luttes idéologiques, religieuses, politiques, économiques qui se développent dans ce domaine. Voilà ce dont je vais vous parler au travers de 3 volets, dont le premier s'intitule « Sécurité alimentaire et sécurité sanitaire des aliments, la confrontation des définitions ». La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité, il y a bien une question d'accès, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer, et il y a donc bien une question de disponibilité, une nourriture suffisante, saine et nutritive, il y a donc bien aussi une question de qualité, leur permettant de satisfaire dans la durée, et il y a donc une question de stabilité, leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. C'est une définition qui résulte de l'avis du Comité de la sécurité sanitaire mondiale qui a été publié en 1996 lors du sommet mondial de l'alimentation. Alors cette définition, elle est révélatrice des différentes facettes, je dirais des plusieurs exigences de la sécurité alimentaire. Elle ne dévoile cependant pas clairement que, s'articulant autour de 2 enjeux différents, certaines de ces exigences peuvent être contradictoires. Alors le premier enjeu porte sur la quantité et la régularité de l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson et sur la possibilité d'y accéder dans la durée. C'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. La forme sévère de son échec, c'est la disette. La famine en est la version catastrophique. Le second enjeu porte sur la qualité des aliments. Il y a bien sûr la qualité organoleptique, le goût, la qualité nutritionnelle des aliments, mais l'aspect le plus important de ce second enjeu est ce qu'on appelle la sécurité sanitaire des aliments. Y a-t-il un risque qu'une maladie soit causée par l'aliment ou l'eau de boisson ? Le premier de ces 2 enjeux, la sécurité alimentaire, fut sans doute le principal pendant des millénaires. Au Paléolithique, et je vous invite à lire le livre de M. Desmoules, d'ailleurs, sur le néolithique, qui est un livre remarquable que je viens de finir. Au Paléolithique, la sécurité alimentaire était de la responsabilité des chasseurs-cueilleurs. On estime d'ailleurs que 30% de l'approvisionnement relevait des hommes, la chasse, et 70% des femmes, la cueillette. Au néolithique, la révolution liée à l'invention de l'agriculture et de l'élevage bouleversa la sécurité alimentaire avec des conséquences spectaculaires, une forte croissance démographique, d'importantes migrations, par exemple vers le pourtour méditerranéen à partir du Moyen-Orient, le développement des premières villes
l'invention de la poterie pour conserver liquides et aliments. Le second enjeu, la sécurité sanitaire des aliments, est une notion tout aussi ancienne. Sans doute joue-t-elle un rôle dans les efforts faits pour cuire, fumer, saler, sécher ou refroidir les aliments ou les conserver à l'abri. Les premiers silos ont été identifiés en Égypte du temps donc de l'Égypte la plus ancienne. 500 ans avant Jésus-Christ, Confucius d'ailleurs alertait sur les risques liés à la consommation du riz qui a tourné. Vers la fin du néolithique, la notion de sécurité sanitaire des aliments a commencé à peser sur les comportements de consommation par le biais de la croyance religieuse à travers certains interdits alimentaires, par exemple concernant des viandes dites impures. Mais avec des variations d'ailleurs plus identitaires que sanitaires. N'oubliez pas le slogan « Dis-moi ce que tu ne manges pas et je te dirai qui tu es ». Le passage de la notion de nourriture impure à celle de nourriture malsaine s'est ensuite affirmé, conduisant au perfectionnement des méthodes de conservation, par exemple à l'invention de la réfrigération et des méthodes de transformation des aliments. Reliée à une compréhension plus fine des causes des maladies, la sécurité sanitaire des aliments est véritablement née à partir de la découverte du rôle des micro-organismes pathogènes dans la contamination des aliments et des eaux de boisson. Et voilà pour le premier volet de cet exposé. Le second a pour titre « L'analyse de cette confrontation sémantique au prisme des peurs alimentaires, l'angoisse de manquer ou la peur d'être intoxiqué ». Je vais donc maintenant aborder le sujet à partir de cette double compréhension de la définition, mais à travers le prisme des peurs alimentaires. Pour le consommateur, la peur alimentaire fut très longtemps et reste encore aujourd'hui pour des millions de personnes avant tout une angoisse, celle de manquer. En France, la famine de 1709 emporta des centaines de milliers de personnes et les émeutiers de 1775 qui ont préfiguré la Révolution n'étaient pas poussés par la faim mais par l'angoisse de la faim. Une angoisse qui put être mêlée d'ailleurs de beaucoup de ressentiments si l'on évoque par exemple l'Holodomor, la famine qui sous Staline frappa les Ukrainiens en 1931 et 1932. La crise des années 1970, liée à la flambée du prix des céréales, à la hausse du prix du pétrole, à la diminution des stocks, à de mauvaises récoltes, à des attaques de prédateurs, déclencha de nombreuses famines. Des solutions ont été trouvées alors, par exemple en Chine, en Inde ou au Brésil, pour accroître la production. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la production alimentaire mondiale par habitant a augmenté de 25%. Mais ces solutions n'ont pas permis d'éviter que l'on continue à mourir de faim aujourd'hui en de nombreux points du globe. L'augmentation de la production ne suffit pas à répondre à l'angoisse de manquer, il faut aussi que la population ait accès à cette production, ce qui souligne l'importance du rôle de la grande pauvreté dans l'insécurité alimentaire. Même si durant la seconde moitié du XXe siècle, les prix des aliments ont baissé de 40%, près d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent aujourd'hui encore de la faim, du moins durant notre actuelle décennie. N'y a-t-il pas aussi un lien entre l'angoisse de manquer et la nouvelle forme d'insécurité alimentaire que constituent les pathologies nutritionnelles de pléthore qui touchent les populations défavorisées de nombreux pays, notamment dans les espaces périurbains? Les besoins alimentaires mondiaux vont augmenter, il faudra donc produire plus, augmentation des surfaces, augmentation de la productivité et gaspiller moins par le recyclage, tout ceci dans un contexte marqué par la pénurie d'eau, la dégradation des sols et le changement du climat. Il ne faut pas donc être surpris que la volonté d'améliorer les rendements conduise à des innovations. Elle l'a déjà fait, elle va continuer à le faire. Ces innovations suscitent souvent des réticences. Elles semblent parfois peu justifiées, si l'on pense par exemple aux plantes transgéniques. Elles sont au contraire justifiées si l'on pense par exemple au risque qui a été lié à l'usage de certains pesticides, comme le chlordécone aux Antilles. Les Antilles sont ravagées, comme vous le savez, régulièrement par des cyclones, et lorsque le cyclone survient, il y a des déchets verts qui sont mis sur le sol en grande quantité, qui induisent une prolifération des charançons du bananier, qui pulvérisent les bananiers en quelques semaines. Et donc, pour lutter
contre ces charançons. Le pesticide chlordécone a été utilisé dans les années 60-70. Malheureusement, il est extrêmement persistant dans le sol et il explique les difficultés qui sont aujourd'hui rencontrées aux Antilles. Ces innovations peuvent être extrêmement justifiées, les réticences peuvent être extrêmement justifiées si l'on songe par exemple à de nouvelles formes d'élevage intégré. Je pense en particulier à l'élevage intégré poulet, porc, poisson. Vous avez une sorte de mare. Au-dessus, vous élevez sur un grillage des porcs. Au-dessus, vous mettez des poulets. Et ce qui descend des poulets permet d'alimenter les porcs, qui eux-mêmes alimentent les poissons. Et on réutilise l'eau pour donner à boire aux poulets et aux porcs. Ce système qui est très développé en Asie du Sud-Est actuellement est en fait évidemment économiquement très efficient, mais pour la santé publique, c'est une véritable machine infernale du fait du laboratoire de recombinaison génétique des virus influenza qu'il constitue. Voilà pour ce qui est de la peur alimentaire vue à travers le prisme de l'angoisse de manquer. L'autre visage de la peur alimentaire, celle qui tient à l'insécurité sanitaire des aliments, est liée au risque que le consommateur entrevoit dans l'aliment. Cette peur a pris de la consistance beaucoup plus récemment que l'angoisse de la faim. Encore au XXIe siècle, cette peur est une réalité, pas seulement dans les pays pauvres. Souvenez-vous, n'avez-vous pas vous-même, personnellement, chacun ou chacune d'entre vous, au moins une fois ou deux dans votre vie, vécu l'épisode pénible de l'intoxication alimentaire? Ça m'étonnerait qu'il y en ait qui n'aient jamais rien vécu. J'aimerais d'ailleurs faire une petite enquête. Levez le doigt ceux qui n'ont jamais eu un épisode d'intoxication alimentaire. Bon, j'en vois 2-3, à peine 2-3. La crapuleuse indigestion, celle qui frappe, on disait, dans le gouffre des tavernes. Autrefois, elle assaillait continuellement le consommateur et en emportait de nombreux. Très influencés par la température et la pauvreté, les défaillances de la sécurité sanitaire des aliments et des eaux de boisson restent un problème majeur de santé publique dans de très nombreux pays liés aux infections à salmonelle, infections entéro-hémorragiques à Escherichia coli, choléra, hépatite A en particulier. Pourtant, le siècle passé est emblématique des progrès faits en termes de sécurité sanitaire des aliments dans tout le processus qui va, par exemple, de la fourche à la fourchette ou qui concerne les eaux de boisson. Le renforcement de l'hygiène alimentaire a joué un rôle majeur dans la réduction de la mortalité infantile dans tous les pays. Parmi les progrès les plus récents, il faut citer la réfrigération, mais évoquer aussi le rôle des mesures de police sanitaire. On peut remonter, concernant la police sanitaire, à la charte de sécurisation sanitaire de la vente de viande de boucherie publiée le 17 juillet 1303 à Mirepoix, pas très loin d'ici, sous Philippe le Bel. Mais le véritable déclenchement de ces mesures doit être situé plus tard, au début du XXe siècle, lors de l'adoption du Pure Food and Drug Act aux États-Unis, à la suite de la publication du roman The Jungle en 1905 par Upton Sinclair, qui mettait en lumière l'état sanitaire déplorable des industries de conditionnement et de transformation de la viande à Chicago, la ville du beef trust, du corned beef, de l'industrialisation anxiogène. Vous avez sûrement lu Tintin en Amérique, vous vous souvenez de cette usine de mise en boîte du corned beef. Le Pure Food and Drug Act a fait rentrer sur la scène des peurs alimentaires 3 acteurs nouveaux, la presse, les consommateurs et l'État. Au long du XXe siècle, la police de la sécurité sanitaire des aliments ne fit que se renforcer à travers des inspections, la responsabilisation accrue des acteurs de la production et de la distribution alimentaire, manifestée notamment en Europe dans ce qu'on appelle le paquet hygiène, avec ses règles de bonne pratique, ses obligations d'autocontrôle vis-à-vis du risque microbiologique et de traçabilité, et malheur aux sociétés qui essayent de passer entre les gouttes, car aujourd'hui le prix est très cher payé si l'on ne souscrit pas à ces autocontrôles et à cette exigence de traçabilité. Jusqu'à ce que survienne la mère des batailles, je devrais dire la mère des défaites, lorsque l'angoisse de manquer se conjugua à la peur d'être intoxiqué, quand la crise de la vache folle révéla qu'une pratique d'élevage était à l'origine d'un désastre du point de vue de la sécurité sanitaire. Et j'en viens au 3e et dernier volet de cette intervention,
les leçons de la crise de la vache folle, le rôle de la science et les risques qui pèsent sur elle. L'amélioration de la productivité de l'élevage, l'abaissement du prix de la viande et la notion même d'économie circulaire qui est aujourd'hui fortement promue étaient au cœur de la décision de nourrir les bovins avec des protéines animales transformées, ce qu'on a appelé ensuite les farines animales. Un agent infectieux inattendu, le prion, fut la cause du drame de sécurité sanitaire que révéla l'encéphalopathie spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, en Grande-Bretagne, chez l'animal d'abord au milieu des années 80, chez l'homme ensuite à partir du milieu des années 1990. 20 ans après, que retenir de cette crise qui souligna que la volonté d'accroître l'accès à la viande et sa disponibilité avait eu pour résultat désastreux que cette viande était devenue la cause d'une maladie mortelle. La leçon principale de cette tragédie est que l'angoisse de manquer et de mourir de faim est, dans un pays développé comme la France, aujourd'hui fortement diluée dans la peur de la maladie liée à la consommation alimentaire. Une seconde leçon est que cette crise a conduit au développement considérable du rôle de la science à travers la recherche et l'expertise que les agences de sécurité sanitaire mobilisent aujourd'hui, en priorité pour l'évaluation du risque en vue de la sécurité sanitaire des aliments. La science ne jouera toutefois pleinement son rôle que si elle renforce son appui à la gestion du risque. Que faire face à un risque avéré et comment le faire de façon scientifiquement fondée? Que faire face à un risque faible? Que faire face à un risque potentiel? Et vous avez tous entendu parler du fameux principe de précaution. Mais aussi que si, grâce aux sciences sociales et humaines, elle permet de choisir comment communiquer au mieux sur le risque. L'analyse de la crise de la vache folle a révélé combien l'expression publique des très nombreux acteurs concernés avait mis le consommateur au cœur d'une cacophonie. Un diagramme fait de cercles concentriques des acteurs de la filière alimentaire au centre, puis des experts de tout type, puis du cercle des médias, enfin du cercle des décideurs à toutes échelles, locales, régionales, nationales, internationales. Ce diagramme a été résumé dans l'expression du diadrame du manger par le sociologue de l'alimentation Jean-Pierre Corbeau. Le corbeau, lui, ne se mange pas, je précise. Parlant de communication, il faudra d'ailleurs aussi que la science de la communication sur le risque alimentaire s'intéresse aussi aux aliments qui, tels les fantasmes qu'on appelait autrefois les viandes creuses ou encore les oracles, sont, pour paraphraser Thucydide, seulement offerts à la crédulité de l'esprit humain et sont des illusions de sa faiblesse qui se dispensent par là des efforts qu'il devrait faire. La science vient au secours de la sécurité sanitaire des aliments dans toutes ses facettes. La science épidémiologique, mesurant le fardeau des maladies liées à l'insécurité sanitaire des aliments, la science microbiologique et des expositions chimiques, les sciences de l'agriculture, de l'élevage, sciences agronomiques, des processus agroalimentaires, de la distribution, de la consommation. La science ne viendra cependant véritablement au secours que si elle n'est pas prise en otage par les tenants de telle ou telle manière de faire l'agriculture, la guerre du bio actuellement, ou prise en étau entre les défenseurs d'une nature dont l'homme devrait être éjecté, les écologistes, ou ceux qui défendent au contraire l'idée que celui-ci doit rester avant tout maître et possesseur de la nature, je résume et je grossis, les agriculteurs. La science ne pourra enfin jouer son rôle que si la santé est bien en question et ne sert pas seulement de prétexte à un positionnement idéologique. J'aurais pu m'étendre sur le paradoxe du vin que l'on absout et du glyphosate que l'on envoie en enfer, mais comme j'ai parlé au début du vin d'Arbois, je ne voudrais pas paraître incohérent. Je donnerai donc un autre exemple. L'année dernière, lors d'une réunion d'experts sur l'évaluation des risques sanitaires liés à la culture et à l'utilisation des plantes transgéniques dans l'alimentation, une bombe a été déposée dans les locaux de l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments à Parme. Pas une bombe glacée, une vraie bombe, de quoi couper définitivement l'appétit aux scientifiques présents ce jour-là. Dieu merci, je n'y étais pas. Conclusion de cet exposé, le système de l'alimentation est sans doute un des hauts faits les plus remarquables de l'homme. Il est d'une diversité extrême et d'une grande complexité. Il doit aussi conduire à ce qu'en harmonie, j'allais dire de conserve, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments se développent simultanément et s'épaulent mutuellement.
Face à de nouveaux produits, de nouveaux modes de production et d'approvisionnement, de nouveaux comportements de consommation, de nouveaux risques infectieux ou chimiques, ce système ne doit pas décevoir. Les impacts sanitaires, a fortiori les décès, liés à une défaillance dans la sécurité sanitaire des aliments seront jugés inacceptables et impardonnables. Il faut espérer qu'il soit tout aussi impardonnable de laisser des famines se développer à la surface du globe. Merci de votre attention, mais je ne voudrais pas que vous en perdiez le boire et le manger, alors bon appétit quand même. Merci. Alors, il y a deux choses que j'aimerais qu'on parle. C'est d'abord l'alimentation et le métabolisme de l'être humain qui évolue pas à 2000 à l'heure, alors que l'alimentation, elle évolue vite. Et après, je contesterai fortement votre prise de position sur les plantes transgéniques que je combats fortement. Alors, parce que je vous rappellerai quand même que pour le moment, tout ce qu'il y a sur le marché, ce sont des plantes pesticides. Donc, pour le moment, le gros problème, c'est pesticides quand même. Et les autres risques à venir, ce ne sont pas des problèmes sanitaires, ce sont des problèmes sociaux, éthiques et de propriété intellectuelle avec le vol des semences, ce qui n'est quand même pas rien. Il n'y a pas que la santé dans les risques des plantes transgéniques. Le reste, c'est effectivement ma grosse question, c'est l'évolution actuelle de l'alimentation par rapport à nos capacités métaboliques de rapporter quand même ce qu'on mange et les grandes transformations de notre alimentation par rapport à l'évolution lente de notre métabolisme. Merci. Je vous laisse répondre à cette question ou vous préférez qu'on en prenne quelques-unes Non, je crois que j'ai compris que vous étiez très favorable effectivement à la suppression totale des expérimentations concernant les plantes transgéniques. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Voilà. Monsieur. Question très rapide, s'il vous plaît. Oui. Voilà, comme hier. Merci. Oui, moi je suis chercheur en écotoxicologie et j'aurais pu poser la question à tous les orateurs ce matin. Risque zéro, exportation des pollutions, automédecine, question des seuils, recul de la science. N'y a-t-il pas un rapport entre le développement politique de l'individualisme et le développement des peurs? Que pensez-vous de la question de la gestion des peurs qui devient une méthode de gouvernement? Merci. On va faire glisser le micro. Alors, c'est une question pas facile, à vrai dire, parce que bon, le constat de l'individualisme, je crois qu'il est réel. Est-ce que, par ailleurs, le développement des peurs se fait de façon parallèle avec la même intensité? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable aujourd'hui de véritablement mesurer la peur d'une population, la peur des individus. Je ne suis pas sûr qu'on en soit aujourd'hui capable. On est certainement capable de jouer sur les peurs, c'est-à-dire de faire en sorte que des moyens d'information actionnent certaines peurs. Alors, qui peut être chargé de cela? Beaucoup de monde. Il peut y avoir, ça peut être des acteurs économiques par le jeu de la concurrence qui essayent de décrédibiliser certaines formes de production. Moi, je pense que la guerre du bio est un exemple de ce type de jeu sur les peurs. Il y a certainement les pouvoirs politiques dans tous les pays, dans certains pays, je ne sais pas. Il y a certainement aussi un certain nombre, disons, de militants de telle ou telle, disons, attachés à telle ou telle croyance, qui vont certainement essayer de jouer sur les peurs de la population. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui ont la volonté et la capacité de jouer sur les peurs. Maintenant, dire qu'il y a une évolution parallèle et d'une intensité égale entre le niveau de l'individualisme, qui n'est d'ailleurs pas facile à mesurer, et le niveau des peurs dans la population, moi je ne pourrais pas l'affirmer. En tout cas, je n'ai pas les compétences pour aboutir à cette conclusion. Le fait que 80% des produits alimentaires, les fruits et légumes, je veux dire, mis sur le marché en France actuellement, soient contaminés par des résidus de pesticides, ne semble pas un problème pour vous. Vous avez parlé du bio en termes qui laissent penser que vous n'êtes pas tellement en faveur. Personnellement, j'estime que être empoisonné
tous les jours, si j'achète mes fruits et légumes sur les marchés ou dans les grandes surfaces, et pas dans un magasin bio, pour moi, c'est un problème de sécurité alimentaire grave. Merci. Alors, deux aspects dans votre question à laquelle je vais essayer de répondre. Bon, premièrement, la question de la présence des résidus de pesticides dans les fruits et légumes, bon, c'est un phénomène qui est surveillé par les agences de sécurité sanitaire, mesuré. On sait qu'il y a des pesticides qui exposent à des risques et qui sont aujourd'hui interdits, même si, je suis d'accord avec vous, certains auraient pu être interdits depuis plus longtemps. On sait aujourd'hui qu'il y a effectivement des produits qui sont utilisés qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas fait la preuve de leur impact en matière sanitaire. Et si cet impact est démontré, eh bien ces produits sont suspendus. Chaque année, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ne serait-ce que pour parler que de la France, examine et éventuellement autorise ou n'autorise pas des dizaines et des dizaines, je crois que c'est même des centaines de différents types de produits. Donc je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui arriver à la conclusion aussi formelle que vous le faites de dire, en gros, fruits et légumes, pesticides, on est empoisonné. Personnellement, ça me paraît un raccourci absolument exagéré. Concernant maintenant la question du bio, bon, je pense que c'est un problème économique, c'est-à-dire que c'est une question de marché. Il y a actuellement effectivement une partie des agriculteurs, ils ont peut-être raison, qui essayent de se positionner sur un créneau qui est celui de la qualité, de l'intérêt que la population peut avoir pour une certaine forme de naturalité. Et donc, c'est un marché qui est en train de se développer. Est-ce que ce marché va, je dirais, devenir prédominant? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce marché, cette méthode de production, elle a certainement des limites en termes de rendement, de capacité de production. Et ce que je souhaitais dans cet exposé, c'était bien mettre en lumière l'autre volet du sujet, qui est l'accès à la nourriture et la disponibilité des produits. Et si vous voulez que l'on ait une vision très élitiste en disant « pour moi, j'aurai des produits parfaits, purs et sans tâche », mais la planète est actuellement, on est autour de 7 millions à 7 millions et demi d'habitants, et il faut bien leur donner à manger. 7 milliards, oui, en effet. 7 milliards.